Eh bien, bonjour à tous. En premier lieu, je suis ravi, vraiment ravi de pouvoir être là en fait, pour vous présenter un sujet qui me tient à cœur depuis maintenant quelques années. Je vais vous présenter en fait le langage Go, et spécialement pour le web. Alors, je vais commencer par parler de moi, des choses. Je m'appelle Patrice Farlet, je suis ingénieur expert Python, PHP, Go, chez Smile, donc Smile, vous savez, un des partenaires. Je suis aussi auteur de pas mal d'outils que je développe en open source, donc Quizscale, on en parlera vraiment à la fin, c'est un petit projet perso, si jamais il y a de l'aide qui peut venir m'aider, je suis preneur. Vimad, un générateur pour faire du Markdown depuis un mindmap, Belphegor, un outil qu'on utilise aussi en production chez un client pour générer des images de site web. Je vais commencer en fait directement, je vais aller très vite sur la conférence parce qu'il y a pas mal de slides et pas mal de choses à vous montrer. Et on va commencer par un sujet en fait qui touche beaucoup le langage Go, ce sont les préjugés. Go est considéré comme un langage extrêmement technique. Je vais vous montrer pourquoi plus tard, vous allez voir que c'est effectivement un langage qui est technique. Mais en fait, technique ça ne veut pas dire que c'est archaïque, ça ne veut pas dire que c'est compliqué. Go c'est un langage qui est moderne et qui est vraiment simple. Et quand je dis vraiment simple, je vous assure que n'importe qui, en à peu près 1 à 2 heures, s'il a déjà fait un peu de développement à côté, pourra faire du boulot. Réellement. Il y a 20 mots-clés. Dans les 20 mots-clés, je comprends le if, les func pour function, les return, etc. Il y a 20 mots-clés dans ce langage, pas un de plus. Tout se base sur la convention et pas sur la configuration. Donc en gros, je vous montrerai ça plus tard, en fait, vous verrez que la case des caractères compte pour exporter une variable ou pas. Et surtout, ce qui importe vraiment dans le langage Go, c'est le fait que vous allez pouvoir utiliser tous vos corps de CPU, nativement. Pas besoin d'avoir une classe de thread ou quoi que ce soit. L'un des credos de ce langage, c'est de pouvoir se pencher essentiellement sur le code, c'est-à-dire l'algorithme, et non pas sur l'implémentation de votre programme. L'une des phrases qui est véritablement un credo maintenant marqué par l'un des créateurs du langage Go, c'est Rob Pike, less is exponentially more. En gros, moins c'est exponentiellement plus. Moins vous en mettez dans un langage et finalement plus vous pouvez en faire. On va y venir après. Alors je vais vous parler d'abord du langage Go et ensuite on viendra au web. Un bref historique. Go c'est un langage qui a été développé par des équipes de Google. Il y a 3 noms en fait qui ressortent, ce sont les 3 premiers qui ont vraiment développé et designé le langage. Rob Pike, Ken Thompson et Robert Grishomer. Alors dans les 3 noms, je pense qu'il y en a un qui a dû vous faire tilt, c'est Ken Thompson, c'est l'un des développeurs de Unix à l'époque, et il a aussi participé au développement du langage C. Donc c'est pas un petit joueur, le mec déjà. On le connaît bien celui-là. Donc il a été en fait designé en 2007, ils sont un petit peu amusés avec, et puis ils l'ont libéré en 2009 sous licence BSD. Très important, il est en version 1 depuis 2009 et il va le rester très longtemps. Ils essaient de faire en sorte d'avoir une compatibilité ascendante, vraiment accrue. Moi personnellement, j'ai du code que j'avais développé en Go 1.3 il y a 2 ans, qui continue à tourner sur le 1.5 sans aucun problème. Alors de base, c'était un projet de recherche pur et simple, c'était en fait une histoire très bête. Rob Pike avait un développement en C++ à faire, sur des grosses infrastructures de Google, la modification, ça lui a pris 10 minutes, compilation sur tous les serveurs, 45 minutes. Il a vraiment adoré, et donc du coup il s'est dit, il y en a marre, il faut que ça compile vite, on va développer un autre langage qui sera plus facile à compiler et plus rapide. Alors donc, ce langage leur a permis maintenant aujourd'hui de répondre à des problématiques de scalabilité chez Google. Donc en 3 points, Go c'est un langage qui permet de compiler en natif. Alors quand je dis compiler en binaire natif, c'est-à-dire que vous n'avez pas besoin de VM, pas de JVM, pas d'interpréteur, rien du tout. C'est un vrai binaire que vous allez pouvoir fournir sur vos serveurs, etc. Si je donne un de mes binaires à quelqu'un qui n'a pas Go sur sa machine, il marchera quand même. Le binaire s'exécute. En plus de ça, Go vous fournit des outils pour la complétion, pour le formatage automatique, pour la génération de documentation, pour les tests unitaires. Il y a vraiment tout qui est délivré avec. Et je vous en ai parlé juste avant, on va pouvoir gérer les tâches concurrentes. Tâches concurrentes, ça veut dire parallèles ou pas, on va y revenir après. Et la communication avec des canaux. Qui l'utilise? Alors là, j'ai piqué vraiment comme un vrai gros voleur toute la liste depuis un autre slide de justement Robert Grishomer, l'un des développeurs du langage Go. Là, c'est une liste en fait qui est relativement réduite. En réalité, la liste elle est monstrueuse. Il y en a 2 que vous connaissez fortement, enfin certainement, je veux dire, à l'intérieur, c'est Docker. Docker est développé en Go. CoreOS, qui utilise aussi Docker, a développé ses outils en Go. Puis il y a des noms que vous connaissez fortement aussi, Facebook, Heroku, GitHub, etc.
Donc vous pouvez aller voir la liste hein, dans le slide de Robert Giesener. Alors je vais vous dire tout de suite, n'ayez pas peur, parce que je vais vous montrer un peu de code, et vous allez voir qu'il n'y a pas de classe, il n'y a pas de constructeur, il n'y a pas de generics, il n'y a pas d'héritage, il n'y a pas d'exception. Et puis en plus on utilise les pointeurs. Donc là, bon, je sais que j'en ai vu qu'il y avait ces têtes-là, dans la salle, quand j'ai dit il y a des pointeurs, etc. Non, vraiment n'ayez pas peur. Le langage est prévu comme ça, et c'est voulu qu'il n'y ait pas de classe, qu'il n'y ait pas d'annotation, etc. Pour des raisons en fait toutes simples, c'est pour que le code soit lisible du premier coup, qu'on n'ait pas des méthodes obscures à aller chercher dans les recoins du code d'un développeur qui est parti il y a 6 mois de notre entreprise. Donc voilà, en gros c'est ça. Donc on va quand même retrouver on va retrouver un petit peu nos standards hein, quand même, grâce à d'autres types, donc des structures avec des méthodes, du compositing, ça va ressembler à de l'héritage. On va pouvoir gérer quand même des erreurs avec du recover. Ça, c'est pas le plus répandu, mais c'est pas très grave. Des pointeurs simplifiés, hein, vraiment, il n'y a pas d'algèbre de pointeur, il n'y a pas d'allocation mémoire à faire ou quoi que ce soit, ça se fait tout seul, hein, il n'y a vraiment pas à avoir peur avec ça. Il y a des interfaces, des types utiles comme les canaux, les nombres complexes sont gérés en Go, les interfaces, etc. Donc je ne vais pas vous faire la liste complète, on va passer directement à un Hello World. Donc le fameux Hello World hein, que tout le monde connaît, le but c'est d'arriver à afficher juste une ligne de texte. Non, en fait, ce programme, c'est aussi pour vous montrer la structure générale d'un programme en Go. On importe un package, donc là, j'importe mon package FMT, et je peux en fait maintenant l'utiliser, donc j'ai des méthodes dans ce package pour pouvoir afficher des choses. Grosso modo, quand je vais compiler ce programme et le lancer, le point d'entrée, c'est main.main, package main, fonction main. Donc si je lance comme ça, directement de base, ça marche du premier coup. Donc là, c'est pas une astuce hein, avec le slide, hein, ça compile vraiment derrière, hein, c'est fait pour. Hein. Donc là, vraiment, le langage, en fait, le programme s'est mis à marcher du premier coup. Vous avez remarqué qu'est-ce que ça s'est mis en place. Il y a eu une compilation, une exécution là. Là, ça s'est passé en quelques millisecondes. C'est l'un justement des points forts de Go, c'est le temps de compilation. Je vous ai parlé des tâches concurrentes, alors je vais vous montrer un petit exemple qui est bien sympathique. On va prendre une fonction calc, une fonction qui calcule quelque chose en 1 seconde. Donc vous voyez à la 3e ligne, il y a un time.sleep de 1 seconde. Ça simule en fait une grosse opération. Là, j'ai mis en commentaire quelque chose en bas, on va en parler juste après. Si vous regardez bien, je vais faire une boucle, je vais lancer 5 fois ma tâche, calc i, pardon. Donc vous êtes d'accord avec moi que si elle prend 1 seconde, ma tâche calc, ça va prendre 4 secondes. Effectivement, quand je lance, première routine, deuxième routine, troisième routine, quatrième routine, et c'est fini. En fait, en Go, il y a un truc qui est génial, c'est que vous allez pouvoir transformer n'importe quelle fonction en une fonction parallèle. Et ce, grâce à un mot-clé très simple, devant calc, je mets Go. Et maintenant, elle va partir en parallèle. Alors, petit problème, là pour l'instant, je ne vous ai pas montré comment on synchronisait les tâches, donc je vais attendre 1 seconde 1 pour finir mon programme. Parce que sinon, mon programme va s'arrêter alors que les GoRoutines sont en train de tourner. Donc maintenant, je vais relancer la commande, et là, vous voyez qu'elles sont parties toutes en même temps. Elles ont toutes terminé. Si je relance, alors je vais juste vous montrer un petit truc, vous avez vu que les réponses sont 3, 2, 4, 1. Si je relance, ça peut être dans un désordre, 2, 3, 1, 4, simplement parce qu'en fait, la gestion en fait, de l'ordonnancement se fait par Go nativement, et c'est du pseudo-aléatoire. Alors en fait, nous, réellement, ce qu'on fait en Go, c'est qu'on va s'amuser à synchroniser nos tâches parallèles. Là, on va utiliser un canal. Donc là, je ne sais pas si vous voyez bien, il y a des choses en gras. Moi, sur mon écran, ça ne se fait pas trop. Grosso modo, j'ai rajouté juste une entrée à un autre paramètre. Je récupère un canal d'entier. En bas, je crée un canal d'entier, je l'envoie dans mes GoRoutines, et je vais les lire 5 fois. Je vais lire mon canal 5 fois. Cette fois-ci, je n'ai pas besoin de faire un slip à la fin de ma boucle, je vais juste attendre que la GoRoutine est écrite 5 fois dans le canal. À chaque fois que j'écris dans le canal, ça bloque, tant que quelqu'un n'a pas lu. C'est un FIFO. Je lance, effectivement mes 4 GoRoutines sont lancées, et j'ai réussi à synchroniser mes 4 tâches. Alors là, ça ne vous parle pas vraiment quand on fait juste un slip comme ça. Imaginez que j'ai 5 objets en base de données à récupérer sur 5 tables différentes qui n'ont pas de lien. Je peux lancer mes 5 récupérations en base de données en parallèle, attendre qu'elles aient répondu, continuer à traiter. Et faire des choses en même temps. L'intérêt de Go, il est là. C'est que vous allez vraiment pouvoir faire du parallélisme ultra facilement. Alors, le langage Go, c'est un langage, mais aussi un écosystème. Donc, vous avez les IDE. Alors, il y a un IDE indépendant qui s'appelle LightIDE, qui n'est pas trop mal. Franchement, je l'ai vraiment bien aimé, mais bon, moi, je suis un mordu de Vim, donc
j'utilise mon vieux Vim, ça s'intègre très facilement, il n'y a pas de problème. Emacs, IntelliJ, Eclipse, c'est pareil, ça va fonctionner sans problème. Vous avez un SDK extrêmement fourni, avec des paquets pour faire du HTTP, Net, de l'encryption, du JSON, du YAML, vous pouvez faire ce que vous voulez. Des commandes pour formater votre code, donc en plus qui sont directement utilisés par votre IDE en général. Des outils de test intégrés, j'en ai parlé, des mocks qui sont fournis, etc. Puis un outil de téléchargement d'installation. Pour ceux qui font du Python, c'est l'équivalent de PIP, PIP, hein. Faites-moi pas dire ce que j'ai pas dit. Et sinon, NPM pour Node, etc. On va donc parler maintenant de ce qui vous intéresse, hein, le web, parce qu'il y a web dans BlendWebMix, donc ça serait bien d'en parler. Je vais vous montrer en fait grosso modo un truc de base. C'est un petit programme de base qui utilise le paquet NetHTTP. NetHTTP il est fourni avec Go. Donc de base, on peut écouter le port qu'on décide et répondre à des requêtes HTTP. L'exemple ici, je me suis fait une petite fonction hello. Alors là, ça c'est juste un prototype de fonction qui est donné dans la documentation. On nous demande de l'écrire comme ça la fonction, donc on l'écrit comme ça. On doit récupérer un response writer et un pointeur sur la requête. On ne cherche pas à comprendre, hein, c'est juste comme ça que ça va être fait. Donc là, je vous mets un log println, et je réponds dans W, je réponds par hello BlendWebMix. En bas, je donne ma fonction à mon serveur et je lui dis d'écouter. Si je lance mon serveur de cette manière, on voit qu'il y a marqué listening, comme c'est précisé au milieu de mon slide. Et si je fais, alors, pardon, oula. Hop, ça marche. Si vous regardez, il y a bien écrit qu'on a reçu une connexion, etc. Donc je peux le faire plusieurs fois, et ça marche. Donc ça, c'est vraiment la base des bases. Alors vous allez me dire, ouais, développer tout comme ça va être super, ça va être vraiment quelque chose de pas possible. Alors heureusement, il y a aussi des frameworks. Donc il y a beaucoup de frameworks, je vous en ai mis 4 qui sont très connus aujourd'hui, qui commencent à être fortement utilisés et vraiment sont bien maintenus. Martini, Rivel, Bigoo et Gorilla Toolkit. Alors Gorilla Toolkit c'est plus un middleware, mais ça peut vraiment vous permettre de pouvoir faire des API très rapidement. Puis le moins connu de tous, c'est Ciel, parce que c'est moi qui le fais. Donc effectivement je ne suis pas connu. Non mais voilà, si vous voulez en parler avec moi après la conférence, il n'y a pas de problème, parce que je cherche justement maintenant à avoir des gens qui viennent m'aider à développer ce produit en open source. Alors je vais vous montrer un petit exemple avec Martini, très simple. Hein. Martini c'est très simple, on importe donc le paquet qui vient de GitHub. Alors pour information, j'ai fait un go get de github.com/go-martini/martini, ça me l'a installé sur la machine avec les dépendances, et j'ai plus qu'à l'importer comme ça. Pas besoin de faire des installations, etc. Ça se fait tout seul. Je lance un mode classique, il y a plein de modes de Martini. Je lui dis d'écouter sur le slash en fait. Donc la première, je vais écouter sur l'index en gros de mes appels HTTP et je retourne en fait ce que je dois afficher à mon client. Et je lui dis de tourner. Si je lance, par défaut il lance sur le port 3000. Je vais mettre sur le port 3000. Hop. Et ça marche. Donc en fait, la mise en place est assez facile. Franchement, pour faire cet exemple-là, ça m'a pris à peu près 45 secondes. Il n'y a pas à se battre avec la dépendance, avec de la compilation, des librairies en plus dont on a besoin à l'extérieur, il n'y en a pas besoin. Tout est codé en Go et les paquets sont faits en Go. Niveau DB, il y a pas mal de choses. Beaucoup de connecteurs faits pour MariaDB, MySQL, SQLite, Postgre, Mongo. Et d'autres, hein. Il y a Oracle aussi qui est bien pris en compte, etc. Et il y a des ORM. Alors il y a Gorm qui est vraiment pas trop mal, BDB, Upper.io, ce sont des vrais ORM. Je vous conseille de vraiment aller voir Upper.io qui est vraiment très intéressant. Lui, il arrive à gérer MySQL, SQLite, Postgre et Mongo. Donc je ne sais pas comment il se débrouille pour arriver à faire passer du Mongo et du MySQL en même temps sans problème. Vraiment, c'est génial à essayer. Alors justement, je vais vous montrer un petit exemple. Un petit exemple d'API REST que je vais faire avec Martini et MongoDB. Donc j'ai une base Mongo qui tourne dans un coin, elle est prête, et on va développer notre projet. Alors un projet en Martini, c'est 3 fichiers là. Un répertoire data qui va donner un package data. C'est mon package, d'accord? Et en fait, en Go, tous les fichiers du niveau 1 du répertoire que j'ai créé deviennent le package. Donc quand je vais importer le package data, parce que j'ai nommé data, en fait c'est le contenu de tous mes fichiers ici, qui va être compilé dans le package. Et un fichier main qui sera mon programme principal. Alors dans data mongo.go, j'ai simplement fait une petite fonction toute bête.
permet de récupérer ma connexion à MongoDB, donc rien de compliqué à cet endroit-là. Si je passe à la suite, dans Dataset, en fait, tout simplement, j'ai fait un type book. Donc vous avez compris que je vais enregistrer des livres dans ma base de données. Donc c'est une structure. Alors, quand on crée en fait une sorte de classe, c'est une structure en fait, on génère un nouveau type. On fait un type qu'on appelle book, qui est en fait surcharge structure. Donc avec titre, auteur, published, time.time. Time, c'est un type fourni par le package time de Go. Je continue un peu plus loin. J'ai ajouté une méthode à mon livre qui s'appelle save. Donc en fait, je récupère ma base de données. Plus tard, quand j'aurai fini de faire mon exécution, on va fermer la base de données, la connexion à la base de données. Donc defer, en fait, c'est juste pour dire quand tu as fini la fonction, tu vas faire ça. Je me crée un nouveau livre et je lui dis, vas-y, tu me l'insères dans la base de données s'il n'existe pas. Upsert, en fait, c'est si ça n'existe pas. C'est update ou insert. Et pour le get, je fais la même chose, tout simplement. Je récupère ma base de données, je lui dis de fermer ma base de données à la sortie de ma fonction. Hop là, je vais trop vite. Je récupère ma base de données books, la collection book. Je vais chercher les livres qui ont le titre que j'ai demandé dans l'URL. Et je ne récupère qu'un seul livre, pas une collection. Enfin, mon application Martini, donc vous inquiétez pas, c'est presque fini. La méthode get, donc qui répondra à get, je lui fournis un paramètre title ici que je vais pouvoir lire dans les paramètres. Ça va me permettre de pouvoir faire une requête sur le titre dans ma base de données et je vais l'afficher en JSON en retour. Alors je sais que c'est pas du tout conventionnel en REST d'envoyer des données en post et de renvoyer des JSON, c'est juste pour vous montrer les deux interactions qu'on peut faire, récupérer des données en post et utiliser du JSON. Donc voilà, et finalement le post, c'est pareil, je vais récupérer en fait des variables post qui sont envoyées directement depuis la requête HTTP et les insérer dans la base de données. Ça suffit pour pouvoir faire tourner une mini API de livre. Alors on va y aller, on va essayer de le faire. Donc je vais me retrouver c'est dans SRC Martini REST. Alors je vous ai mis 2-3 choses en plus que je vais vous montrer par la suite comment fonctionnent les templates. Donc c'est assez facile, maintenant j'ai juste à faire un go run main.go. Alors go run main.go, en fait c'est juste une sorte de raccourci pour faire un go build, puis lancer le binaire. Si je voulais, je peux faire un go build. Hop, on va y arriver. Donc là il build. Alors je sais pas pourquoi ça prend du temps chez moi, mais voilà. Et là maintenant j'ai un... Ah mais oui, non mais ça va pas marcher comme ça. Je suis désolé, je vais pas pouvoir vous le montrer. Ah si. Si, ça marchera, excusez-moi. Donc voilà, et là ça m'a créé en fait mon exécutable Martini REST. Quand je lance, effectivement, ça m'a lancé l'application. Donc maintenant, ce qu'on va pouvoir faire, c'est pouvoir faire directement un insert dans ma base de données. Je vérifie juste où elle tourne. Donc j'avais fait un petit exemple là-dedans. Voilà. Donc là, je vais poster sur le port 3000, sur le /book. Je lui envoie en fait Shining, auteur Stephen King, et j'ai mis n'importe quoi en date. On s'en fout franchement de la date. Donc voilà, je l'envoie et ça m'a retourné effectivement mon JSON de ce que j'ai inséré dans la base de données. Si vous regardez bien dans les logs, normalement j'ai dû voir une connexion passer ici et elle s'est fermée correctement. Maintenant, si je vais chercher, si je lui demande d'aller récupérer Shining, on va l'écrire correctement, effectivement il m'a retourné ce qui est en base de données. Ça fonctionne du premier coup. Alors, juste pour vous montrer rapidement, parce qu'on a un petit peu de temps, parce que je suis allé vite là, je vais juste vous montrer les templates qui peuvent être utilisés. Ici, j'utilise un template par défaut, ce sont les templates, les bulletins de Go. Donc dans Go, il y a déjà un moteur de template intégré. J'ai juste généré en fait un petit template tout bête qui permet d'afficher le titre, l'auteur et la date, en appelant en plus des méthodes de formatage. Et si vous regardez ce que j'ai fait aussi dans main.go, j'ai rajouté une petite méthode en bas, ici, qui est /display /book /le titre, et je lui ai demandé d'aller me rendre en fait mon template exemple qui se trouve ici, et je lui envoie le livre que j'ai récupéré. Donc maintenant, si je vais dans mon... Je vais donc faire display... c'est display book, j'ai dit ou pas? Ouais, display book Shining, normalement ça passe du premier coup aussi. Voilà. Donc là j'ai réussi en fait à afficher mon template. Je suis presque fini. Ouais. J'ai peur qu'elle m'engueule. Très bien. Je vais donc passer maintenant à la suite pour donc, essayer de terminer un petit peu cette présentation.
Donc je viens de vous en parler, il y a les built-in, donc template en built-in. Il y a aussi d'autres moteurs de template qui sont extrêmement bien pensés. Pongo 2, pour ceux qui font du PHP, il y a Twig qui est vraiment l'équivalent de Pongo 2. En Python, c'est Jinja 2. Sinon, il y a Ace qui est pas mal, c'est un moteur de template qui se base sur l'indentation. Donc vous structurez votre code directement en indentant vos blocs et ils vont s'insérer directement lors du traitement. Alors, ça peut paraître parfois un petit peu austère quand on voit le template, mais à l'arrivée, on est super content parce qu'on arrive très rapidement à décaler des blocs d'affichage. Bref, au niveau template, il n'y a pas de problème. Alors, je vais vous parler un petit peu de mon expérience quand même au niveau du langage Go. J'ai fait mon blog avec. Donc, si vous voulez aller voir metal3d.org, vous allez voir en fait un blog qui est quand même relativement complet. Alors, je ne vous dis pas que c'est un blog qui défonce super bien, etc., mais il a le mérite de marcher. Je me tourne sur MongoDB, j'ai un système d'anti-spam que j'ai développé en Go, j'ai un système en fait qui permet aussi de notifier les gens si jamais j'ai détecté que c'était un spam, système de commentaires développé aussi dans Go, etc. Ça m'a pris 2 soirées à le développer de A à Z. C'est quand même relativement court pour développer un site. J'ai aussi développé une API pour l'interface en AngularJS, tout simplement en fait, là j'utilisais Martini, et Angular lui il tapait sur les API que j'avais développées sur mon serveur. Et en plus de ça, c'est Martini qui me fournissait la page HTML. Un outil de Pomodoro et un outil de création pour faire des diagrammes UML, et puis voilà. Si vous avez des questions, c'est maintenant. Et sinon, si vous n'avez pas de questions, vous pouvez noter les liens que je vous ai mis dans ce slide-là. Ce sont des projets super intéressants pour pouvoir développer en Go. Il y a des questions quelque part? Aucune question? Je crois pas. Ah. Bonjour. Oui. Je regardais en même temps pour une connexion internet certaines informations sur Go, mais tu nous précises pas les performances que ça peut avoir, parce que comparativement à ce que tu nous as montré, je pense qu'on a plein de frameworks aujourd'hui qui existent dans votre langage. Ouais. Je pense à Node.js, je pense à PHP, je pense à Python. Ouais. Donc, quelle est la performance de Go? Bon, je suis allé regarder sur le net. C'est très performant. Non, mais effectivement, alors, je l'ai dit en fait intrinsèquement en parlant de la compilation native. Vous n'avez pas d'interprétation, il n'y a pas de module Apache qui va devoir aller charger votre code, etc. C'est véritablement votre programme qui va servir l'application. Et comme vous êtes dans du binaire natif, c'est de la compilation statique avec un typage statique. Au niveau des perfs et au niveau de la mémoire, c'est juste incroyable. Alors, je vais quand même faire un petit bémol là-dessus. Java est très très performant, vraiment. La JVM, elle tourne super bien, le code il tourne, on a des performances très proches de C++. Par contre, bonjour la mémoire. Clairement, faire des threads en Java, j'avais fait une fois un bench là-dessus, ça m'a vraiment impressionné, c'est incroyable. Par contre, quand j'ai fait tourner un service qui tournait avec 125 goroutines en parallèle qui tournaient, le serveur il s'est levé, il m'a fait un bisou. Donc, non mais vraiment, au niveau mémoire, c'est quelques kilo-octets par goroutine. Donc c'est vraiment ridicule. Juste faire attention, sur le web, il y a des benchmarks qui ont été faits avec Go contre Java, contre C, je pense généralement c'est BenchGame, je ne sais plus comment il s'appelle. Surtout ne prêtez pas attention à ce qu'il y a écrit dans ces slides-là, dans ces benches-là, parce qu'en fait, ils prennent un algorithme, ils le font en C, ils prennent le même algorithme et le mettent en Go sans jamais utiliser les optimisations qui existent avec le langage. Donc ça ne vaut pas du tout un clou. Voilà. Mais effectivement, c'est plus performant en général que PHP, que Python, etc. Un grand merci. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions, mais on va être un peu court au niveau de Ouais, je suis désolé. Alors je vais vous demander de bien vouloir sortir par la porte de gauche. Je vous remercie.